Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre présence. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vous parler d'un sujet qui me passionne, que sont les pathologies du sommeil et plus particulièrement le dépistage et la prise en charge des troubles respiratoires du sommeil chez l'adulte. Avant de commencer, laissez-moi juste me présenter. Donc, je m'appelle Jonathan Benchetrit, je suis médecin généraliste à Lyon avec une activité exclusive médecine du sommeil. J'ai intégré il y a ça 1 an le centre de lutte contre l'obésité et le surpoids à Lyon avec l'équipe chirurgicale qui travaille au sein de la clinique du Parc et je reçois aussi des patients en dehors du parcours de chirurgie de l'obésité. La conférence de ce soir va avoir différents objectifs, notamment déjà de dresser un état des lieux épidémiologique de la pathologie pour pouvoir aussi accéder à la fois à des notions d'incidence et se rendre compte que finalement c'est une pathologie extrêmement fréquente, mal diagnostiquée, mais tout ça nous le verrons ensemble. Nous allons aussi pouvoir définir les syndromes d'apnée du sommeil. On met souvent sous un grand ensemble de SAS, l'acronyme, donc syndrome d'apnée du sommeil, un ensemble de pathologies qui sont extrêmement différentes, qui ont des étiologies différentes et donc des prises en charge différentes. Et vous verrez qu'il est important de pouvoir les dissocier, notamment pour mieux les comprendre, mieux les dépister et mieux les prendre en charge. Nous nous intéresserons aussi aux signaux d'alerte en consultation qui doivent allumer cette petite ampoule et vous faire dire il faudrait peut-être adresser le patient à un somnologue pour une exploration. Nous nous intéresserons aussi à des outils de dépistage que je mets à votre disposition dans le cadre de la plateforme Maladie de santé. Nous parlerons ensuite des différentes explorations du sommeil possibles et enfin, nous nous intéresserons à la fois au diagnostic et au traitement des pathologies respiratoires du sommeil. D'un point de vue épidémiologique, à l'échelle nationale, ce sont des données qui sont publiées. 2/3 de la population a une plainte de sommeil. Heureusement, ça ne veut pas dire que 2/3 de la population a une pathologie du sommeil, mais mes confrères généralistes me retrouveront là-dessus. C'est une plainte qui est quand même assez fréquente en consultation. 20% de la population a une plainte de somnolence diurne. Et d'après les études les plus pessimistes, on estime à 7% de la population atteinte de syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil, donc cet acronyme SAHOS, en sachant que c'est une évaluation qui est plutôt pessimiste et qu'on serait possiblement bien au-delà, voire autour des 15%, peut-être plus. Ce qui représente, en fonction de cette fourchette de 7 à 15, entre 4,7 et 10 millions de patients en France. À titre d'information, des données publiées par la CNAM, seulement 800 000 patients sont appareillés par PPC, qui est un des traitements de l'apnée du sommeil, et 8 000 sont appareillés par orthèse d'avancée mandibulaire, donc OAM, contre à peu près 75 000 patients nécessaires. Ce sont des données publiées en 2018. Ce qui nous amène donc au constat que 4/5 des patients sont non diagnostiqués, ce qui représente entre 3,8 et 8 millions de patients à diagnostiquer. Alors, c'est des chiffres qui paraissent vraiment importants et qui sont difficiles finalement à maîtriser, mais pour rationaliser les choses, ce qu'on peut dire, c'est qu'un praticien qui voit défiler dans son cabinet 25 patients par jour, il a au moins 2 patients tous les jours qui sont atteints de syndrome d'apnée du sommeil, alors qu'ils le savent et qui sont pris en charge ou non. Donc, c'est quand même une pathologie qui est extrêmement fréquente. Donc, dans vos patientèles, quotidiennement, vous voyez défiler des gens qui, finalement, sont non pris en charge. Avant de parler des pathologies du sommeil, intéressons-nous d'abord au sommeil physiologique. Alors, au-delà de l'aspect un peu enfantin de cette diapositive, l'intérêt qu'elle a, c'est de mettre en évidence plusieurs choses. D'abord, le sommeil représente 1/3 de notre vie. À la fin de notre existence, on aura passé plus de 20 ans à dormir. Et c'est finalement un peu un parent pauvre de la médecine. On s'intéresse beaucoup aux pathologies diurnes, mais beaucoup sont soit aggravées, soit déclenchées, soit favorisent des troubles du sommeil ou sont favorisés par des troubles du sommeil. Le sommeil, comme vous le savez, se divise en différents cycles. Et l'intérêt de cette image du petit train, c'est justement l'idée à la façon de wagon qu'il faut raccrocher derrière une motrice. Le sommeil n'est pas quelque chose d'anarchique, c'est quelque chose qui est progressif et qui suit des stades bien particuliers et des phénomènes cycliques. L'intérêt, on va passer par des phénomènes d'endormissement, puis des phases de sommeil lent léger, puis des phases de sommeil lent profond et éventuellement de sommeil paradoxal.
Juste pour rappel, le sommeil paradoxal tient son nom du fait de la discordance entre les relevés électroencéphalographiques, donc les relevés de l'activité électrique à la surface du cerveau qu'on peut faire via des électrodes, qui, elles, sont plutôt en faveur d'une activité de veille, donc les éléments qu'on peut retrouver quand le patient est réveillé, mais sont paradoxalement liés à une atonie complète. On a une absence de mobilité en dehors du diaphragme et des muscles oculomoteurs. C'est ce qui donne son nom à ce sommeil paradoxal. L'intérêt, c'est de comprendre qu'effectivement, ces différents stades vont se succéder pour permettre une régénération, une efficacité du sommeil. Chaque stade a un rôle bien particulier. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sommeil lent profond va, lui, prédominer en première moitié de nuit, alors que le sommeil paradoxal, lui, sera plutôt prédominant en deuxième partie de nuit. Vous verrez que ça a une incidence cardiovasculaire tout à l'heure quand on parlera des pathologies, mais je ne vous dis pas tout de suite. Pour voir ça d'un point de vue un peu plus scientifique, vous avez là face à vous ce qu'on appelle un hypnogramme. C'est une représentation graphique avec en abscisse le temps de l'enregistrement sur la nuit et en ordonnée, vous avez les différents stades de sommeil. Passé par l'éveil, l'endormissement, sommeil lent léger, sommeil lent profond et sommeil paradoxal. Vous voyez par exemple, si on suit ce patient-là, un endormissement, une progression vers un stade profond, un passage en SP, un éveil, ainsi de suite. On retrouve bien ici notre prédominance de sommeil lent profond en première partie de nuit, et on voit qu'ici, en proportion, on a un sommeil paradoxal plus prédominant en deuxième partie de nuit. On va maintenant pouvoir s'intéresser et pouvoir maintenant définir ce que sont les syndromes d'apnée du sommeil. On va dissocier deux grands types de syndrome d'apnée du sommeil. Le premier va être le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, qui va être, comme son nom l'indique, lié à une obstruction de la filière aérienne, à un obstacle à l'écoulement de l'air. Quant au syndrome d'apnée centrale, il sera lié à un défaut de la commande cérébrale. On va tout de suite s'intéresser au syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et on va essayer de définir. Alors, le terme scientifique global, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est le syndrome apnée-hypopnée obstructive du sommeil. On va définir ces deux termes qui sont capitales. Vous avez donc l'apnée qui correspond à un arrêt respiratoire d'au moins 10 secondes. Plus précisément même, c'est une réduction du débit respiratoire d'au moins 90% pendant au moins 10 secondes. C'est grosso modo l'arrêt complet. L'hypopnée, quant à elle, correspond à une réduction du débit respiratoire d'au moins 30%, associée à une désaturation d'au moins 3% et ou un micro-éveil en fonction du type d'examen qu'on réalise, si on parle d'une polygraphie ou d'une polysomnographie. Mais ça, nous en parlerons tout à l'heure. Donc retenez bien, l'apnée, c'est un arrêt d'au moins 10 secondes, l'hypopnée, une réduction du débit associée à une désaturation. Simplement, on rassemble les deux dans le cadre du syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil, tout simplement parce que d'un point de vue physiopathologique, les deux ont globalement la même conséquence, c'est-à-dire que d'un point de vue cardiovasculaire, les conséquences liées à un phénomène respiratoire de type apnée ou hypopnée sont équivalentes. C'est pour ça qu'on les rassemble et lorsqu'on réalise un enregistrement, on va comptabiliser sur l'ensemble de la nuit le nombre d'événements de type apnée survenus, le nombre d'événements de type hypopnée survenus, puis diviser ça par le nombre d'heures d'enregistrement, ce qui nous permettra d'obtenir ce qu'on appelle un IAH, un index d'apnée-hypopnée. Et donc cet index composite entre le nombre d'événements de ces deux types ramené au nombre d'heures d'enregistrement ou au nombre d'heures de sommeil. Et le syndrome d'apnée du sommeil, c'est l'association d'un IAH et surtout de symptômes, puisqu'on ne traite pas uniquement des données chiffrées, mais il faut ramener ça à une symptomatologie clinique. Et vous verrez que le bilan clinique a toute son importance, puisque à la fois pour obtenir l'adhésion du patient, d'une certaine façon, il faut obtenir une amélioration des symptômes. Donc, l'IAH seul ne se suffit pas à lui-même. Pour voir un petit peu de façon schématique ce qui se passe, lorsqu'on fait de l'apnée ou l'hypopnée obstructive du sommeil, vous avez là le premier schéma à gauche avec une fonction normale, c'est-à-dire un patient qui respire, donc l'air rentre par le nez, parce que l'être humain est fait pour respirer par le nez et non par la bouche.
Donc, vous avez une respiration nasale, l'air rentre dans les fosses nasales, passe dans le pharynx, puis dans le larynx, la trachée et les voies respiratoires. Lorsqu'on a des mécanismes obstructifs, principalement, vous allez avoir une bascule postérieure de la langue liée au relâchement musculaire et à la configuration anatomique du carrefour. Cette réduction, si elle est complète, va amener à une apnée. Et vous comprenez bien que là, en fait, l'air ne peut plus circuler, le patient, équivalent à s'il avait la tête sous l'eau, ne respire plus, et le seul moyen de lever cette problématique, c'est de déclencher une hyperpression thoracique de manière à ce que la pression ici dans le circuit devienne supérieure à la pression de levée de l'obstacle. À ce moment-là, survient un phénomène de mise en vibration des parties molles de la luette et du voile du palais, qui sont à l'origine des ronflements très bruyants qui suivent des phases de pause respiratoire qui sont souvent décrites par les compagnes des patients ou les compagnons, où vous avez effectivement ces mécanismes où le patient ne respire plus et puis d'un coup il y a une reprise de la mécanique ventilatoire très bruyante, notamment liée à la mise en vibration des structures molles du voile du palais et de la luette. Pour voir de façon dynamique ce qui se passe, que je viens de vous illustrer, vous avez donc ici une modélisation, on voit le flux aérien, vous allez avoir progressivement l'atonie qui va s'installer avec une bascule progressive postérieure de la langue, une limitation du débit qui se poursuit en une apnée. Et vous allez avoir une hyperpression et qui va permettre de lever l'obstacle. Ces mécanismes sont générés par un mécanisme de survie, pour la simple et bonne raison que si l'apnée perdurait indéfiniment, le patient finirait par mourir. Ceci va permettre en fait une activation du système adrénergique et déclencher un mécanisme de survie, mais qui va s'associer à un micro-éveil ou à un éveil, ce qui va être à l'origine des conséquences de l'apnée du sommeil, notamment en termes de déstructuration du sommeil. Nous le voyons tout de suite là. Alors, ne vous fiez pas à la définition de cette image. Ce qui est important, c'est vraiment l'idée qui s'en retire. Vous avez vu tout à l'heure l'hypnogramme que nous avons analysé, qui était un hypnogramme physiologique. On retrouve ici le tracé en bleu, qui est un hypnogramme physiologique. Donc, on a effectivement un patient qui passe par différents stades, qui repasse par des phases de sommeil paradoxal, d'éveil. Donc là, on a un tracé en bleu qui est physiologique. Superposé à ce dernier, vous avez le même tracé pour un patient qui fait de l'apnée du sommeil. Vous voyez que le premier cycle légèrement perturbé, mais à peu près correct. Et vous voyez que par la suite, on va avoir on n'aura plus accès en fait à des stades profonds, puisque au fur et à mesure que l'atonie va s'installer, le patient va faire des événements respiratoires qui vont être à l'origine de micro-éveils et d'une déstructuration de l'architecture du sommeil, comme vous le voyez ici. Les conséquences vont être donc nombreuses. Et les conséquences de l'apnée du sommeil, justement, c'est ce qui va nous intéresser en termes de mécanismes pathologiques. Nous avons vu que ces micro-éveils vont être à l'origine d'une déstructuration du sommeil avec une dette qui est finalement insolvable, pour la simple et bonne raison que le patient accumule une fatigue, une dette de sommeil, mais à chaque fois qu'il dort, il refait des événements respiratoires qui aussi déstructurent le sommeil présent et empêchent l'accès à des stades plus profonds récupérateurs. Donc on est finalement dans une mécanique qui est un cercle vicieux, puisque le patient ne peut pas en sortir seul. Et quand vous voyez des patients qui souffrent de cette pathologie depuis plusieurs années, ils développent une certaine capacité de résistance, puisque pour eux, ça devient une forme de norme. Et lorsque vous les prenez en charge, effectivement, qu'ils redécouvrent un sommeil réparateur, pour beaucoup, ça leur change réellement leur vie. Donc, il y a un réel bénéfice sur ce plan-là. Sur le plan cardiovasculaire, vous comprenez assez bien que cette activation du système adrénergique va être à l'origine de différents mécanismes un peu analogues à ceux de la fuite brutale ou à des mécanismes de stress, et va favoriser des hypertensions artérielles résistantes. Donc on rappelle, une hypertension artérielle résistante, c'est au moins 3 antihypertenseurs non diurétiques. Pourquoi ? Parce qu'au cours de ces mécanismes d'éveil, de stimulation, vous allez avoir à la fois une tachycardie, un écrasement de ce qu'on appelle l'onde plethysmographique de pouce, c'est assez simplement la vitesse de propagation du sang dans les artères,
et vous allez avoir une poussée tensionnelle. Et ça va venir annihiler un mécanisme physiologique qui est bien connu de notre collègue cardiologue, qui est la diminution naturelle de la tension artérielle au cours du sommeil, qu'on appelle le phénomène de dipping. Et donc, vous allez avoir des patients qui sont dits non dippers et va favoriser des hypertensions artérielles résistantes. Toujours sur le plan cardiovasculaire, en termes d'infarctus et d'AVC, vous comprenez bien que ces apnées répétées vont être à l'origine de baisse de la saturation, qui peuvent être parfois majeures. Vous allez avoir des patients qui vont rester 30, 40 secondes, 50 secondes en apnée et vont pouvoir baisser leur saturation de 10, 15, voire plus. Il y a des patients qui vont facilement descendre sous la barre des 80%. Ce n'est pas quelque chose d'impossible, alors que ce serait extrêmement difficile à l'état de veille. Donc, ces hypoxies répétées et ces désaturations importantes vont être à l'origine et favoriser des événements ischémiques, notamment les accidents vasculaires cérébraux, pour lesquels le risque relatif validé est de 5, donc l'existence d'une pathologie type apnée obstructive du sommeil multiplie par 5 le risque de faire un AVC. De façon analogue, ça augmente aussi le risque relatif d'infarctus, mais ces données, en termes de chiffres, sont plus discutées. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un sur-risque évident. Un autre phénomène sur lequel il est important de s'attarder, c'est les mécanismes d'overlap syndrome. Ça traduit quoi? C'est l'association entre une BPCO et un syndrome d'apnée du sommeil. Chez les patients BPCO, il faut être extrêmement vigilant et être très alerte à la recherche de syndrome d'apnée associé, parce que c'est un facteur de morbimortalité important, bien connu de nos collègues pneumologues. C'est un facteur de mauvais pronostic et à la fois aussi de déséquilibre de la pathologie BPCO. Évidemment, si l'apnée est amenée à se poursuivre, que le sujet est fragile, sur une fonction cardiaque un peu altérée, ça peut être à l'origine de mort subite. Et on comprend assez bien, au vu de ce qu'on vient de développer, en termes d'architecture du sommeil, pourquoi on a, de manière connue, une augmentation à la fois des accidents ischémiques, AVC, infarctus, et des phénomènes de mort subite, plutôt en deuxième partie de nuit. Assez souvent, effectivement, c'est quelque chose qui est décrit, ça survient au petit matin ou en deuxième partie de nuit, tout simplement parce que la prédominance du sommeil paradoxal, caractérisée par son atonie complète, favorise les phénomènes obstructifs et donc les apnées prolongées. Et chez un sujet fragile ou avec des mécanismes altérés de survie, eh bien, ça peut aboutir éventuellement à la mort subite. Mais les pathologies de type apnée du sommeil ont d'autres conséquences que les seules conséquences cardiovasculaires. Elles sont pourvoyeuses d'accidentologie de la route, d'accidents domestiques, d'accidents du travail, d'asthénie, de syndrome dépressif et aussi, de manière validée, d'endocrinopathie. Il est maintenant clairement établi que des pathologies comme le NASH syndrome sont aggravées ou favorisées par l'apnée du sommeil, de même que le diabète de type 2, par des mécanismes d'insulinorésistance favorisés par la stimulation adrénergique, quand même certaines pathologies thyroïdiennes qui pourraient être aggravées, elles aussi, par ces troubles respiratoires nocturnes. Donc, un élément clé de cette présentation, c'est effectivement ce que j'aime appeler, moi, ces lanternes qui doivent s'allumer en consultation sur les signes d'alerte. Malheureusement, ces signes d'alerte, ils sont extrêmement divers. Vous allez avoir les asthénies sans substrat organique, c'est-à-dire les patients chez qui vous faites un bilan biologique, un bilan de recherche d'asthénie, chez qui vous ne trouvez pas forcément d'arguments, mais avec une vraie asthénie, une somnolence diurne qui va être majorée au cours de la journée, ou une sensation de sommeil non réparateur, ou une nicturie. Finalement, c'est le signe le plus pathognomonique, je trouve, de syndrome d'apnée du sommeil. Alors évidemment, en dehors des patients porteurs d'une hypertrophie bénigne de prostate ou d'une pathologie prostatique, mais la nicturie est un signe extrêmement efficace en termes de diagnostic pour la simple et bonne raison que lorsqu'on est face à ces mécanismes d'apnée et de micro-éveil, parfois ces micro-éveils peuvent être trop importants et déclencher un éveil du patient avec une reprise brutale du tonus qui vont être à l'origine d'une contraction musculaire et favoriser la contraction du détruseur, qui va être à l'origine d'une sensation d'envie d'uriner. Le patient va interpréter ça comme le fait qu'il s'est réveillé pour aller uriner, mais en réalité, il a fait une apnée prolongée,
qui a engendré un micro-éveil. Le micro-éveil a favorisé la reprise mictionnelle et donc il s'est levé pour aller uriner. Et vous avez des patients qui peuvent se lever 2, 3, 5, voire plus par nuit, alors que le collègue urologue chez qui vous l'avez adressé vous dit qu'il n'y a aucune pathologie prostatique ou alors qu'il s'agit d'une femme. Les ronflements. Pensez à écouter le conjoint, puisque les ronflements dont il est question surviennent dans des phases du sommeil où le patient n'est absolument pas accessible à la conscience et à l'audition. Donc, il ne pourra pas vous être d'une grande aide, mais écoutez le conjoint qui, lui, pourra identifier assez facilement et vous dire, effectivement, il ronfle, il s'arrête de respirer, puis il reprend d'un coup brutalement. A fortiori, si le conjoint en a conscience et que c'est en début de nuit, c'est plutôt en faveur d'une apnée sévère, puisqu'on a dit que la majorité des événements survenaient plutôt en deuxième partie de nuit. Donc, si de facto il en arrive dès le départ, on peut imaginer qu'on est déjà sur des stades plus ou moins sévères. Un autre signe important, ça va être la sensation d'étouffement pendant le sommeil. Vous avez des patients qui vont se réveiller brutalement avec la sensation d'étouffer, et à juste titre, effectivement, ils étaient réellement en train d'étouffer. Mais vous allez aussi avoir des signes moins parlants, avec des anxiétés sans motif, une irritabilité, une baisse de la productivité, voire des troubles de la libido, qui est un des critères reconnus même par la CPAM pour justifier d'une exploration quand il est associé à une somnolence diurne. À ce sujet-là, justement, j'ai mis à votre disposition un outil basé sur l'ensemble des questionnaires validés par la Société française de médecine du sommeil et des critères aussi validés par la caisse primaire justifiée d'une exploration du sommeil. Ce document est un auto-questionnaire qui a l'avantage de pouvoir être réalisé de manière complètement autonome par le patient, et il est présenté un peu à la façon des questionnaires d'assurance, donc avec 2 colonnes oui/non, et globalement, dès que vous avez quelque chose dans le oui, il faut vous poser des questions. Juste, j'attire votre attention sur un des éléments importants de ce questionnaire que sont, vous voyez ici en jaune, les critères diurnes et nocturnes. Vous avez 6 critères que sont la somnolence en journée, le sommeil non réparateur, les céphalées matinales, les ronflements d'après le conjoint, les réveils en sursaut avec sensation d'étouffement et la nicturie. Si vous avez globalement 3 sur 6 de ces critères, qui sont en gras sur l'exemplaire, vous pouvez directement aller à l'exploration. Effectivement, ça justifie une exploration du sommeil. Important, les céphalées matinales. Ne faites pas des bilans à tous les patients migraineux. La céphalie matinale doit s'estomper et disparaître dans la matinée. Elle est le signe évocateur en fait, d'une hypercapnie nocturne. Donc, le patient hypoventile au cours de la nuit, il fait monter sa capnie, il se réveille le matin avec une PCO2 élevée, ça donne des céphalées. Et du fait de la reprise de la mécanique ventilatoire physiologique au cours de la veille, l'hypercapnie se corrige et les maux de tête disparaissent au cours de la matinée. Vous avez à la suite de ce questionnaire un questionnaire d'Epworth, qui est au dos de ce questionnaire, qui est une échelle d'évaluation validée pour l'évaluation de la somnolence. Un questionnaire très simple, en 8 questions, où le patient doit dire entre 0 et 3, donc 0, il est impossible que je somnole dans cette situation, 3, oui, je vais somnoler ou m'endormir à chaque fois, et dans des situations de la vie courante, comme assis en train de lire un livre, inactif dans un lieu public, une salle d'attente, une salle de réunion, passager dans un véhicule, ou alors dans une voiture immobilisée depuis plusieurs minutes dans un embouteillage. Un bilan est nécessaire, une exploration est nécessaire si le score d'Epworth est supérieur à 10. Bien sûr, entre 7 et 10, on peut commencer à s'interroger, surtout en fonction des critères d'impact diurne ou nocturne. J'attire votre attention sur un aspect médico-légal important qui nous concerne tous, tout praticien, pour une catégorie professionnelle bien particulière. Attention, donc, je vais vous présenter après le texte de loi rapidement, mais pour les professionnels dits du groupe lourd ou professionnels à risque, que comprennent de manière non exhaustive, mais les conducteurs d'ambulance, de bus, de cars, de trains, de taxis, les VTC, les poids lourds, les pilotes de ligne, ferries et conducteurs d'engins de chantier, les grutiers, etc. Cette catégorie professionnelle, à risque du fait qu'elle transporte du public ou qu'elle manipule des engins dangereux, et sous le coup d'un arrêté de loi du 21 décembre 2005 qui fixe la liste des affections médicales incompatibles avec le maintien ou l'obtention du permis de conduire. C'est-à-dire, en pratique, que les patients, ce type de patients qui souffrent d'apnée du sommeil,
mais déjà bien avant, c'est-à-dire que si vous, en tant que praticien, chez un patient qui est conducteur poids lourd, vous suspectez, vous avez, grâce aux différents questionnaires, examens que vous avez faits, un doute sur une somnolence diurne et des signes évocateurs d'un syndrome d'apnée du sommeil, vous êtes dans l'obligation de mettre le patient en arrêt jusqu'à l'obtention du résultat d'exploration du sommeil. Et si effectivement le diagnostic est confirmé, le patient ne pourra pas reprendre immédiatement son travail. Il devra bénéficier d'une prise en charge et d'un appareillage pendant au moins 1 mois, et ce de manière efficace, et bénéficier de tests de maintien d'éveil, des tests qu'on réalise la journée, des tests diurnes, mais qui permettent d'évaluer la vigilance diurne et voir si elle est compatible avec la reprise de l'activité en question. Donc vous voyez que finalement, ça concerne aussi beaucoup de monde, parce que toutes ces professions concernent quand même une part de la population importante. Si on s'intéresse un peu plus aux étiologies du syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil, vous allez avoir caricaturalement, effectivement, le patient en surpoids, tout simplement parce qu'on a des mécanismes compressifs liés potentiellement, c'est des mécanismes qui sont suggérés, notamment la pression exercée sur les voies aériennes et la région du carrefour pharyngo-laryngé par la graisse péricervicale. Mais vous allez avoir aussi toutes les causes anatomiques, les valves nasales étroites, les déviations de la cloison nasale, les hypertrophies amygdaliennes, les voiles du palais palmé, les hypertrophies de base de langue, d'où l'intérêt d'évaluer le score de mal-empathie chez nos patients, qui donne déjà une idée. En somme, les étiologies sont toutes les causes d'obstruction de la filière respiratoire. Et c'est là où nos collègues ORL sont indispensables à la prise en charge, puisque comme vous le verrez, la prise en charge des pathologies du sommeil nécessite obligatoirement une prise en charge pluridisciplinaire. Elle implique aussi bien les ORL, les cardiologues, les pneumologues, les neurologues, tout un tas de professionnels, et le médecin généraliste, évidemment. Et là, l'ORL est d'un grand secours, puisque grâce à la nasofibroscopie notamment, qui est l'examen qui peut être réalisé en cabinet, va pouvoir nous donner des arguments sur des causes curables d'apnée obstructive du sommeil, puisque dans le cas de grosses déviations de la cloison ou d'hypertrophie amygdalienne, ce sont des causes qui sont réversibles et qui peuvent faire disparaître le syndrome d'apnée du sommeil, et expliquer aussi pourquoi finalement le syndrome d'apnée du sommeil peut survenir chez tout profil de patient, et pas que chez le patient en surpoids ou obèse. Les explorations du sommeil, elles sont nombreuses, mais on va les regrouper en 2 grands types d'examens. Vous allez avoir premier examen qui est la polygraphie ventilatoire nocturne, qui est un examen qui est réalisé en ambulatoire. Il va permettre d'analyser différents paramètres que sont la saturation, la position du sommeil, les rythmes respiratoires thoraciques et abdominaux, les débits aériens oronasales, les ronflements, la fréquence cardiaque et l'onde plétismographique de pouls, qui est la vitesse de propagation du sang dans les artères. L'intérêt de cet examen, c'est qu'il est plus facilement disponible que son grand frère, qui est la polysomnographie, qui lui peut être réalisé en milieu hospitalier ou en ambulatoire, et qui comprend, en plus de ces différents capteurs, un enregistrement électrooculogramme, électrocardiogramme, électroencéphalogramme et électromyogramme, jambier et mentonnier, et plus ou moins la vidéo lorsqu'il est réalisé en milieu hospitalier. La difficulté, c'est effectivement l'obtention de cet examen, car les délais sont relativement longs. Pour vous montrer à quoi ressemble un patient appareillé pour une polygraphie ventilatoire, parce que c'est quand même c'est vrai que c'est un examen qui est peu connu des patients et pour lequel je vois passer en consultation des gens qui ont une imagination extrême et imaginent des examens extrêmement compliqués avec énormément de choses. Vous voyez qu'en fait, c'est extrêmement réduit aujourd'hui. Vous avez un boîtier qui permet l'acquisition des données au niveau thoracique avec une sangle de plétismographie d'inductance thoracique, un capteur abdominal, qui fait la même chose, qui capte les mouvements abdominaux, une lunette nasale, qui enregistre le débit aérien nasal, et une montre reliée en Bluetooth qui, via son capteur d'oxymétrie, permet d'enregistrer le reste des paramètres. Donc finalement, c'est quelque chose de relativement simple, peu encombrant et qui gêne peu le sommeil.
Je vous propose un cas clinique pour illustrer ce qu'on vient d'expliquer. C'est un patient que j'ai vu en consultation, un homme de 42 ans qui travaille dans la brigade anticriminalité, donc un travail à la fois de jour et de nuit, et qui se plaignait d'une asthénie importante, majorée depuis 2-3 mois, pour lequel il avait eu un bilan biologique strictement normal. C'est un patient qui est sportif, non fumeur. À l'interrogatoire, on retrouvait une somnolence diurne importante. Il m'expliquait que quand il ne conduisait pas, évidemment, il dormait dans la voiture de patrouille. Il arrivait à s'endormir au cinéma et, plus anecdotique, il m'expliquait qu'il arrivait à s'endormir avant ses enfants le soir en leur lisant des histoires. Il se plaignait de réveils nocturnes avec des sueurs et madame décrivait des ronflements importants. À l'examen, je retrouvais une hypertrophie amygdalienne très très importante et un score de mal-empathie à 3. Pour vous montrer un petit peu, je vous ai mis là une séquence de la polygraphie pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Vous avez donc là une séquence sur 3 minutes, donc entre 22h53 et 22h56, avec les différentes acquisitions de signal. Donc vous avez le flux nasal, la respiration nasale, les mouvements thoraciques, abdominaux, le volume des ronflements, FLURIP qui est une reconstruction algorithmique du flux nasal, la saturation et la fréquence cardiaque. Et vous voyez que sur ces 3 minutes, vous avez donc là l'inspiration, l'expiration, et là, ici, rien du tout. Tout simplement parce que le patient est en apnée. Et ça dure 23, 32, 23, trentaine de secondes. Donc vous avez grosso modo 2 minutes sur 3 où le patient ne respire pas. Vous avez ici une reprise de la mécanique inspiratoire associée à des ronflements, qu'on voit ici en train de ronflement, et aussi une désaturation avec un patient qui passe de 95 à 86%, voire 85%, et une réaction cardiaque avec de la fréquence autour de 62 à 71. Donc, imaginez, ça c'est sur 3 minutes, donc on analyse la nuit complète en tranche de 3 minutes. C'est un patient qui avait un IAH, donc un index apnée-hypopnée autour de 45. Donc, sur une nuit de 8 à 10 heures, ça peut faire facilement 300 à 400 événements respiratoires. Les traitements qui ont été proposés, d'abord, je l'ai adressé à mon collègue ORL pour qu'il puisse programmer une amygdalectomie, malgré l'âge. Et en attendant, effectivement, on a mis en place un des 2 traitements qui sont possibles dans le cadre de l'apnée du sommeil. En l'occurrence, dans ce cas-là, on a mis en place une ventilation par pression positive continue. En quoi consiste ce traitement? De manière assez simple, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va essayer de lutter contre la fermeture des voies aériennes. Pour cela, l'APPC, qui va permettre de souffler de l'air légèrement sous pression dans les voies aériennes et va ménager un espace qui va permettre au patient de respirer. En aucun cas, la PPC ventile le patient. Ce n'est pas la machine qui respire, ce n'est pas une VNI ou une ventilation à 2 niveaux de pression ou de la ventilation comme on peut faire en anesthésie ou autre. C'est uniquement, l'objectif, c'est d'ouvrir les voies aériennes et permettre au patient de respirer par lui-même. C'est le traitement de référence qui est indiqué lorsque les apnées-hypopnées dépassent le stade dit sévère, à partir de 30 événements par heure, un index à 30 par heure. L'autre traitement qui est possible, qui existe, c'est ce qu'on appelle l'orthèse d'avancée mandibulaire. Le principe, c'est la réalisation d'une orthèse sur mesure qui va permettre une propulsion mandibulaire vers l'avant et donc permettre de ménager un espace en arrière dans le pharynx, et elle est indiquée en première intention dans les syndromes d'apnée obstructif modérés, c'est-à-dire avec un index entre 15 et 30. Pour vous montrer en pratique à quoi ça ressemble, vous avez donc une modélisation ici de la PPC. Vous avez donc un patient qui va mettre en place son masque. La pression permet le maintien et évite le basculement postérieur de la langue, et ainsi maintien du calibre des voies aériennes et permet une respiration et donc d'annuler ou de limiter les phénomènes d'apnée obstructive. Pour ce qui est de l'orthèse d'avancée mandibulaire, le principe est un peu similaire, mais le mode d'action est différent. On a à nouveau la simulation, on voit donc le patient inspirer. Sans l'orthèse, donc les phénomènes obstructifs vont survenir.
Et avec la mise en place de l'orthèse, vous allez avoir une propulsion mandibulaire vers l'avant, et donc cet espace gagné en avant va permettre de ménager un espace postérieur qui va lui aussi libérer cet espace nécessaire pour permettre au patient de ventiler correctement. Ce qui va être essentiel, que ce soit pour l'orthèse ou pour la PPC, l'orthèse nécessite évidemment un travail conjoint avec les chirurgiens dentistes, donc qui fait aussi partie de la boucle que j'ai citée tout à l'heure. Pour ce qui est du traitement par pression positive continue, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'est efficace que dans la mesure où il est utilisé et au moins 4 heures par nuit, idéalement au moins 6 heures, et surtout éviter en fait les patients qui vous disent je le mets en début de nuit, puis au milieu de la nuit je me réveille, je l'arrache, tout simplement parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, la prédominance du sommeil paradoxal fait que le plus d'événements va survenir en deuxième partie de nuit, au moment où il ne le portera pas. L'intérêt aujourd'hui, c'est que les machines de PPC sont télésuivies à distance, donc on a accès à des relevés à distance de ce qui se passe, et la machine enregistre, elle aussi, les paramètres, savoir s'il y a des apnées résiduelles ou non, et la machine est pilotable, ce qui nous permet, praticiens, de pouvoir éventuellement faire des réglages à distance. On procède systématiquement à une réévaluation clinique à 3 mois, dans le cadre du renouvellement, et une fois par an, voire plus en fonction des besoins. L'enjeu du traitement par PPC est l'enjeu de son efficacité, et surtout dans les premiers mois, si ce n'est le premier mois, voire même les 15 premiers jours. L'observance et l'efficacité de votre traitement va se juger sur une période très très courte, parce que les patients, en fonction de comment va se passer cette première période, vont être observants ou alors vont rencontrer des difficultés. Et c'est là où l'articulation avec le médecin généraliste est extrêmement importante, puisque à la fois dans ces périodes d'adaptation, c'est intéressant d'avoir un retour, et surtout, vous allez comprendre juste après, les modifications ou l'apparition de copathologies de type infarctus, AVC, ACFA, peuvent avoir des répercussions sur le type d'apnée du sommeil et sur les réglages, voire même sur des changements en termes de confort pour les patients. Les patients qui vous disent avant la machine allait très bien et puis là ça ne va plus du tout, il ne faut pas hésiter à les réadresser aux spécialistes parce que ça peut être lié à des modifications du type d'apnée et voire même être annonciateur de pathologie ou être secondaire à des pathologies cardiovasculaires. Je vais vous dire un petit mot quand même sur le syndrome d'apnée centrale du sommeil, qui lui, comme son nom l'indique, vient d'un défaut de la commande cérébrale. C'est en fait les centres respiratoires qui coupent le signal, donc la respiration s'arrête, mais pas parce qu'elle est limitée, mais parce que vraiment le cerveau coupe l'information. On retrouve ces mécanismes dans de nombreuses pathologies, notamment dans l'insuffisance cardiaque, dans l'insuffisance rénale, en post-AVC ou post-coronaropathie, et dans quelques rares pathologies du système nerveux central, comme les myopathies, les scléroses latérales amyotrophiques et certaines formes de CEP avec atteinte du tronc cérébral. Vous comprenez bien, du coup, l'enjeu pour nous, acteurs de santé, à la fois d'améliorer le dépistage et la prise en charge, mais surtout de pouvoir travailler de façon pluridisciplinaire à la prise en charge des patients. Vous voyez bien que la pathologie du sommeil nécessite de travailler à la fois avec des cardiologues, pneumologues, neurologues, chirurgiens dentistes. Donc, c'est vraiment une médecin généraliste. C'est vraiment une prise en charge qui est pluridisciplinaire, centrée autour du patient. Effectivement, un praticien seul peut difficilement embrasser tous ces éléments et ça nécessite effectivement un travail coordonné pour assurer à la fois une prise en charge efficace et durable. En synthèse, ce que je peux vous proposer, c'est effectivement une question qui revient régulièrement, c'est finalement pour quel profil de patient se destinent ces explorations. Il y a effectivement le patient qui a une IMC supérieure à 30, mais pas que. Vous allez avoir les patients en post-AVC, en post-infarctus, comme on vient de le voir, en insuffisance cardiaque, insuffisance rénale avec des HTA résistantes, des diabètes déséquilibrés ou des dysmorphies faciales. Pensez aux faces longues, qui sont bien connus de nos collègues ORL, qui sont en fait des respirateurs buccaux qui ont grandi, donc c'est ces enfants qui respirent par la bouche, qui ne développent pas en projection leur mandibule, qui ont des palais
ogiveau et un développement plutôt en face longue. Cette dysmorphie faciale est à l'origine d'une limitation de l'espace rétrobasilingual et pharyngé et favorise des phénomènes obstructifs. Et pensez aussi aux professionnels à risque lorsque vous avez l'occasion d'en vous. Je vous propose un dernier cas clinique pour illustrer ce qu'on vient d'évoquer. Il s'agit d'un patient de 71 ans que j'ai vu dans le cadre d'une hospitalisation en soins de suite de réadaptation neurologique dans les suites d'un AVC sylvien gauche avec un déficit brachiofacial. Le patient est porteur d'une hypertension artérielle, d'un diabète de type 2 et il se plaignait d'asthénie, de somnolence diurne et d'un ralentissement psychomoteur important. Et l'enregistrement retrouve ça. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc, on retrouve nos éléments qu'on a vus tout à l'heure, le flux nasal, la saturation, les mouvements thoraciques et abdominaux. Et en fait, vous voyez qu'il y a une respiration qui est crescendo, décrescendo, et entre, on a des apnées complètes qui sont des apnées centrales, sans mouvement thoracique, sans mouvement abdominal, associées à des désaturations importantes, et ce, de manière rythmique. Ça, c'est ce qu'on appelle la respiration de Cheyne-Stokes. On en a tous entendu parler, c'était l'occasion pour moi de vous montrer en enregistrement comment on visualise effectivement un patient qui a une respiration de Cheyne-Stokes. La question qui vient derrière, effectivement, ce type de respiration bien particulière et de syndrome d'apnée centrale du sommeil qu'on retrouve de façon pas si rare chez les patients avec une insuffisance cardiaque ou en post-AVC. C'est quelque chose qu'on retrouve quand même surtout proche de l'événement initial, qui est parfois réversible, mais pas toujours. Dans ce contexte-là, quel examen complémentaire faudrait-il demander? Alors malheureusement, je ne peux pas interroger l'Assemblée, mais je vais faire comme si. L'examen qu'il faut demander, c'est une échographie transthoracique pour calculer la fraction d'éjection ventriculaire. Pour la simple et bonne raison que ce type de respiration peut être lié à une insuffisance cardiaque, mais le traitement qui va être proposé pour ce type de respiration est ce qu'on appelle une ventilation auto-asservie, une ventilation un peu intelligente qui va réussir à compenser ici le manque de volume inspiratoire, et ce de manière décrescendo-crescendo en miroir des mécanismes respiratoires du patient. Et ce type de ventilation est contre-indiqué chez les patients avec une fraction d'éjection altérée inférieure à 45%. Si vous deviez retenir un dernier message avant de partir, c'est que finalement, beaucoup de patients sont concernés et ne sont pas diagnostiqués. La symptomatologie est extrêmement variable et parfois frustre. Il y a des enjeux médico-légaux pour les professionnels à risque et la pathologie respiratoire du sommeil est à l'origine de nombreuses complications, d'où la nécessité d'effectuer un dépistage dans le cadre de la prévention primaire et aussi d'y penser en cas de prévention secondaire lorsque les patients ont fait un AVC ou un infarctus pour éviter à la fois la récidive et des complications surajoutées. Je vous remercie.